commencé quand j'avais 12-13 ans avec tout ce qui était les bails en ligne de dropshipping, de SMMA. Mon objectif de vie, c'est de révolutionner l'éducation dans le monde. L'IA aujourd'hui, c'est le moyen de pouvoir lancer peut-être 50, 60 projets dans l'IA. YouTube, c'est ma plateforme de cœur, c'est le format que je préfère. Quand je taffe, du coup, je vais être très efficace. Par contre, je suis pas capable de taffer 15 heures par jour. Enfin, focus, hein, on le répétera jamais assez, mais oui, ce que tu ne fais pas est aussi important que ce que tu fais. Donc. Toujours voulu créer du contenu, toujours voulu de partir. Ça demande un peu de créer une audience. J'ai bossé avec Notion, j'ai bossé avec Orange, j'ai bossé avec H, j'ai bossé avec Lenovo. Je suis en train de commencer à taffer sur un gros projet dans l'IA. C'est absurde! Des boîtes qui proposent de mettre les livres en livre audio, ils facturent ça des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros. Écoute, peut-être justement, avant que je te pose un peu toutes ces questions, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement? Parce que pour les personnes qui t'écoutent, et même pour moi, parce que moi je te connaissais il y a 3 ans, et je pense que tu as pas mal évolué depuis. Donc je suis curieux de savoir un peu où t'en es maintenant. Ouais, je m'appelle donc Théo Leblanc, j'ai 18 ans, je suis entrepreneur, vulgarisateur dans l'intelligence artificielle et à côté de ça étudiant. Donc je donne pas mal de conférences assez régulièrement sur le sujet pour vulgariser dans un autre format. Et j'ai notamment du coup un peu plus de 40 000 abonnés sur LinkedIn sur le sujet et une newsletter avec un peu plus de 10 000 personnes où je peux vulgariser l'IA sur des plus longs formats. Ouais. Parce que tu dis précurseur de l'IA, pour le coup en vrai je peux confirmer parce que beaucoup disent qu'ils ont découvert l'IA un peu tôt. Toi alors je sais que j'étais jeune quand je t'ai découvert, donc c'était on dirait il y a pas mal de temps, mais tu as commencé vraiment à t'intéresser à l'IA et surtout à en parler à quel âge? Ouais, à l'époque j'avais 16 ans, donc c'était il y a un peu plus de 2 ans, bientôt 2 ans et demi. J'ai commencé à en parler vers. C'était ça à peu près coïncidé avec la sortie de ChatGPT parce que je m'intéressais déjà depuis un petit moment. C'est à ce moment-là que les gens commencent à en parler, à ce moment-là que c'est devenu intéressant. Donc notamment, j'ai un peu lancé la vague des images Midjourney pour illustrer les posts. Oui, c'est vrai. Alors, je pense que maintenant, beaucoup de gens te détestent parce qu'à cause de ça, tout le monde en met, mais genre vraiment des mauvais sur LinkedIn. Et je pense que maintenant, ça a plus très Ouais. bonne réputation. Mais je me rappelle que tu étais un des premiers à en mettre vraiment sur tes posts. Et du coup, les gens trouvaient ça insane. Ce qui te demandait, on va Ouais. dire, comment tu avais créé À l'image, l'époque, quoi. c'était moche, hein, c'était un truc particulier que je faisais, mais à l'époque, c'était assez moche. Bon, j'ai appris à perfectionner, etc. Et depuis maintenant, tout le monde met des images visuelles aussi, ça s'est répandu. Mais j'étais un peu le premier à faire dès le départ, c'était en novembre 2022, à l'époque, avant même que ChatGPT sorte, et où je commençais à mettre des images IA. C'était assez marrant. Bah, écoute, ouais, justement, j'aimerais beaucoup, on va dire, creuser un peu les sujets d'IA. Et forcément, on va dire, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent, en particulier avec les agents IA. Et j'aimerais également pas mal parler, on va dire, de tes ambitions parce que je sais que tu es très ambitieux. Tu en as parlé, on va dire, dans d'autres podcasts. Tu as quand même une communauté énorme, bah, juste tout court sur l'IA. Parce qu'en vrai, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communautés francophones aussi développées que ça, aussi importantes sur l'IA. Mais juste avant ça, j'aimerais avoir un petit, on va dire, récap de ce que tu as fait depuis que tu t'es lancé. Parce que, comme je te l'ai dit, moi, je t'avais suivi parce que je débutais sur LinkedIn quand je sais pas, j'avais encore 17 ans. Toi, tu étais peut-être encore plus jeune et tu débutais également sur LinkedIn. Depuis, je pense que tu as changé pas mal de modèles ou alors, je sais pas, de positionnement et je suis un peu curieux d'en savoir plus. Ouais, alors j'ai fait beaucoup de choses. J'ai même commencé avant de me lancer sur LinkedIn. Je commençais quand j'avais 12-13 ans avec tout ce qui était les bails en ligne de dropshipping, de SMMA. J'ai fait un peu de NFT aussi à l'époque, un peu de flip. Je suis un peu amusé pendant quelques années. J'ai appris, j'ai pas fait beaucoup d'argent, mais j'ai pas mal expérimenté. Et c'était à 15 ans que j'ai commencé à me lancer sur LinkedIn parce que commencer à bâtir une audience, je faisais un moment que j'avais ça en tête. J'ai toujours voulu créer du contenu, toujours voulu de partir dans cette voie un peu de créer une audience, de créer quelque chose. À la base, quand j'étais plus jeune, je voulais même devenir écrivain. Ok. Mais le contenu vidéo me dégoûtait, les vidéos courtes me dégoûtaient. À l'époque, c'était un peu moins. Enfin, il y avait moins de choses intéressantes qu'aujourd'hui. C'était surtout des danses, surtout des challenges, surtout des choses un peu moins intéressantes, on va dire. Et j'en avais une très mauvaise image, pas mal de préjugés. Donc, je voulais pas aller là-dedans. YouTube, ça coûtait trop cher. Je respectais beaucoup trop ce format pour y aller en faisant n'importe quoi. Donc, je suis parti sur LinkedIn en écrivant un peu au départ, juste en partageant, sans trop savoir vers où j'allais, en partageant ce que j'apprenais. Derrière, je me suis réorienté vers le ghostwriting, vers l'écriture, parce que j'ai commencé à avoir des demandes de personnes qui voulaient que j'écrive leur propre post. À force de moi poster, de progresser, en fait, les gens voulaient que j'écrive aussi leur post. J'ai monté une agence, j'ai fait une agence de ghostwriting, ça s'est pas forcément extrêmement bien passé pour différentes raisons. Ça m'a dégoûté du ghostwriting. À ce moment-là, je m'intéressais, j'avais déjà commencé un peu plus à creuser l'IA que les autres sujets parce que je m'intéresse à tout. Mais je sentais un peu le truc dans l'IA où ça commence à devenir plus concret. Et surtout, je me suis demandé quel est le domaine dans lequel je peux créer le plus de valeur, apporter le plus de choses dans les 5 à 10 prochaines années. Il s'est trouvé que c'est l'IA, parce que tout m'intéresse. Je me suis dit, ok, où est-ce que je peux partir pour en profiter le plus, pour faire le plus de choses. Je me suis mis à fond dans l'IA, j'ai consacré 80% de mes journées pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, le temps de me former, le temps de comprendre comment ça se passait, le temps de comprendre vraiment tout cet univers-là, comment s'en servir à fond, comment en profiter, quel va être un peu le futur, aussi rattraper mon retard sur les 30-50 ans d'histoire de l'IA.
J'ai commencé à en parler, ça s'est bien passé. J'ai même fait des formations derrière avec Antoine BM, j'ai fait mes propres formations. J'étais pas trop aligné avec le format, c'est pour ça que j'ai bougé. Et entre-temps, derrière, j'ai créé ma newsletter. J'ai continué à créer du contenu de vulgarisation sur LinkedIn, sur l'IA. Et j'ai commencé les conférences. Et je suis passé de 10 000 à 40 000 abonnés derrière sur les 2 dernières années. Ok, ultra intéressant. Parce que justement, alors, avant qu'on parle de concrètement ce que tu fais, justement, il y avait deux points que tu as traités que je voulais, on va dire, aborder. De un, tu as fait une agence, ça s'est mal passé, le modèle t'a pas plu. Ça, j'aime bien te poser quelques questions là-dessus. Et tu as fait des formations, le modèle t'a pas plu non plus. Et en vrai, c'est deux modèles, on va dire, très très classiques, on va dire, quand tu as on va dire une expertise précise, en plus dans l'IA. Qu'est-ce qui t'a pas plu dans. Enfin, qu'est-ce qui t'a pas plu, slash, qu'est-ce qui a pas marché dans ton agence? L'agence, c'est plus si c'est. J'ai pas trop m'étendre dessus. J'ai eu des problèmes humains avec la personne avec qui j'ai cofondé l'agence. Pour la faire simple, on en Ok, reparlera un peu après si tu veux. Je vais pas m'étendre plus là-dedans. Sur la partie formation, c'est plus que j'étais pas aligné sur le modèle dans le sens où, d'un côté, la manière dont je crée du contenu, c'était que j'apprenais des trucs et je partageais tout ce que j'apprenais. Et de l'autre, en faisant de la formation, du coup, je devais commencer à distiller mon contenu en mode à choisir, ok, ce que je viens d'apprendre, est-ce que je le partage à tout le monde, est-ce que je le partage uniquement aux gens qui payent, etc. Et ça crée un truc moins sain dans la manière dont je crée du contenu. ouais, je suis d'accord. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on ne connaît pas tellement et qu'on ne sait pas, on va dire que tu fais des conférences ou je pense que tu as, d'autres business ou d'autres types de modèles dont on parlera après, c'est vrai que la formation, c'est quand même ce qu'il y a de plus sain quand tu as une expertise aussi mainstream que l'IA. Et d'ailleurs, bon, il y a plein de formateurs, on va dire, chez GPT qui d'ailleurs gagnent très bien leur vie et je pense qu'ils font un très bon travail non plus, hein. Enfin, c'est pas un problème. Mais dans le sens, je vais créer du contenu, je fais des vidéos, on va dire, très très bottom et à la fin, j'ai tellement de contenu que j'estime que les gens peuvent payer. En soi, même si je critique pas le modèle de formation, peut-être qu'un jour je m'y mettrai aussi. Donc, bon, c'est pour ça que je critique pas, parce que sinon on va mettre on va dire, des extraits de moi il y a 5 ans qui dit que ça marchait pas. Mais c'est vrai qu'au final, la- dans ta mission de j'apporte le plus de valeur aux gens, si tu dis j'apporte le plus de valeur, modulo, ils doivent payer un certain montant pour avoir la vraie valeur, je comprends que ça te bloque un peu, quoi. Pas dans le sens, sur le format, j'ai pas de problème, au contraire, c'est une manière différente de faire l'éducation. C'est plus moi vraiment dans le processus de création de contenu où par défaut, même surtout ma newsletter en fait, où en gros ça me forçait toutes les semaines à apprendre des trucs pour les partager sur newsletter. Mais si je devais commencer à dire bah tiens j'ai appris ça, je partage ça, mais pas jusqu'au bout pour ça, enfin mon contenu était moins sain, la manière dont j'écrivais était moins saine et je commençais du coup à plus aimer écrire. Et je sentais que Ok, c'était pas bon, j'allais pas dans la bonne direction, donc j'ai préféré arrêter. ok. Et pour clôturer le sujet, pourquoi t'as dit avec Antoine BM? Parce qu'il me semble qu'il fait que des formations seul. T'as fait une formation genre co-faite avec Antoine BM? Ouais, il y a une époque, peut-être récemment il le fait plus, une époque où notamment il passait par des personnes expertes dans leur domaine pour faire des formations. Il avait fait avec Vito Vidéo sur la création de contenu vidéo sur Ok. Instagram. Du coup, c'était le premier. Moi derrière sur l'IA. Et je crois qu'il en a fait quelques-unes avec d'autres personnes derrière. Mais si à l'époque il en faisait quelques-unes comme ça, des formations, du coup en collaboration avec d'autres personnes. Ok. Parce que tu as quand même présenté, on va dire, de manière plutôt rapide et simple en mode bon, je me suis enfermé dans ma chambre pendant 6 mois, 1 an, 2 ans et j'ai appris. En parallèle de ça, ça a quand même construit une communauté, une grosse communauté. Enfin, je sais pas quel résultat tu avais déjà au bout de 2 ans, tu vois, il y a encore 1 an, mais je pense que tu étais déjà très connu dans le monde de l'IA, tu vois, tu as fait quand même des grosses interventions. Comment tu as réussi à développer ça et est-ce que ça a toujours été on va dire, un but pour toi de ok, je veux le plus de monde dans ma communauté ou dans mon audience? Mon objectif, là, sur ces 5 à 10 ans dont j'en parlais au départ, c'est de devenir la référence francophone sur l'IA. Pour derrière, du coup, on en reparlera sur l'ambition, mais ça a un objectif très précis, c'est un chemin sur le process. Enfin, oui, c'est une étape sur le process pour derrière, enfin, devenir la référence francophone, pour pouvoir lancer pas mal de projets dans l'IA, parce que être la référence permet d'avoir plus d'audience, de tester plus rapidement, d'avoir accès aux meilleurs talents. Donc ça, c'est déjà l'idée que j'ai depuis un moment. C'est pour ça que je parle vers le grand public. C'est aussi parce que j'aime beaucoup les caméras, j'aime beaucoup la scène, j'aime ce grand public et j'aime m'exposer, j'aime la lumière. J'aurais plus de mal. Enfin, j'aime moins de travailler dans l'ombre. Enfin, j'aime aussi, mais c'est pas, ça m'attire moins de travailler dans l'ombre et de, par exemple, de faire que du B2B finalement avec moins de gens, moins de monde, etc. Même si parfois souvent les marges et les chiffres sont beaucoup plus gros. Il y avait cette volonté-là dès le départ d'aller chercher le nombre, d'aller chercher la masse, de faire de la vulgarisation et pas uniquement du contenu de niche. D'où le fait de faire pas mal de storytelling dans mes contenus, de tenter de parler de sujets complexes finalement à tout le monde, au grand public. Derrière, de faire des conférences. Enfin, en fait, les conférences, ça a plus été un concours de circonstances pour la première. Je me suis rendu compte que j'adorais ça, que j'étais naturellement très bon là-dedans. Autant le reste, vraiment du taf et de ouf. Autant les conférences, c'est l'un des domaines dans lesquels, dès le départ, j'ai naturellement été assez bon.
et qu'en fait, derrière, ça continue de se répandre au fur et à mesure, à force de créer du contenu, à force d'aller justement plus loin que les autres pour tenter de faire l'extra mile, d'aller un peu plus dans le contenu, un peu plus dans les explications. Mon nom a commencé à circuler un peu, j'ai commencé à parler à plus d'acteurs dans le milieu, et puis forcément, il y a quelques événements marquants comme être un ambassadeur officiel de Vivatech ou collaborer typiquement avec Orange sur Vivatech, faire des interventions chez BNP. Ça sert beaucoup pour derrière être reconnu dans l'écosystème. Pour autant, auprès de pas mal d'ingénieurs notamment, de personnes comme ça, j'ai toujours l'image d'un petit gars qui vulgarise l'IA, mais qu'en fait, s'y connaît pas vraiment. Alors que pour d'autres, au contraire, je suis un gars qui fait le lien et qui est très cool parce que je m'intéresse vraiment aux deux, que je suis pas un ingénieur, mais que du coup, je fais le lien avec les gens qui sont pas ingénieurs non plus. Donc, c'est ce travail-là finalement de longue haleine qui m'a mis aujourd'hui ici dans l'écosystème, mais le chemin est loin d'être terminé. Déjà, bravo au grand groupe qui, quand même, je pense, pas mal évolué récemment parce que pour on va dire t'inviter en tant qu'ambassadeur officiel, etc., je pense qu'il y a 20 ans, tu dis au BNP Paribas qu'ils vont prendre un ambassadeur qui a 20 ans, tu vois, non, d'ailleurs même pas 20 ans, 18, peut-être même à l'époque, tu étais encore plus jeune que ça, je ne me rends pas compte. Pour le coup, bon. BNP, c'était l'année dernière, c'était. Ok. Est-ce que j'avais déjà 18? Non, c'était juste après mes 18 ans. C'était pas en tant qu'ambassadeur, c'était sur un événement privé, enfin du coup un événement en interne, une table ronde. Donc Ok. avec notamment l'une des stars de l'IA chez BNP, c'était assez exceptionnel comme table ronde. Ça, c'est fou, ok. Mais tu vois, ils ont quand même pas mal évolué. Après, je pense que ça marche parce que justement, t'incarnes bien, on va dire, le sujet et l'IA. Tu vois, à chaque fois, on parle de founder market fit. Donc, à quel point, là, c'est plus pour les boîtes, mais à quel point la personne marche avec son marché. En vrai, les gens qui veulent un peu en apprendre plus sur l'IA, ils s'attendent, on va dire, que ce soit, on va dire, un jeune qui en parle et qui connaisse, plutôt qu'un vieux, entre guillemets, tu vois, qui a 50 ans et qui raconte, on va dire, ce qui s'est passé récemment sur l'IA. Ouais, après, est-ce que j'ai tant une tête de geek que ça? Je sais pas comment est-ce que je dois le prendre. Euh, Non, 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 du tout. c'est. Enfin, en théorie, c'est ce qu'on se dit. En pratique, peut-être un peu sur les réseaux, enfin, un chouïa sur les réseaux. Concrètement, que ce soit sur les conférences ou finalement sur les grosses têtes qu'on suit, etc., la majorité des gens vont quand même suivre des personnes plus âgées parce que ça rassure, parce que fondamentalement, on a plus de chances que le contenu soit intéressant en moyenne sur 10 personnes, 50 ans, 10 personnes de 20 ans. Les personnes de 50 ans auront peut-être un contenu plus intéressant. Donc, je comprends, c'est un biais normal. En pratique, ce côté-là de oui, c'est comme il est jeune, du coup sur l'IA, on va plus le suivre, ça s'applique pas vraiment. Et sur les conférences, particulièrement sur les conférences, typiquement, on contacte quand même beaucoup plus des personnes plus âgées. Et typiquement, enfin, je le vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes conférences, c'est beaucoup plus du bouche à oreille, parce qu'on m'a vu en conférence, parce que voilà, les gens ont vraiment apprécié, plutôt que des gens qui vont me contacter naturellement parce qu'ils ont vu mon contenu, parce qu'ils ont vu que j'étais un jeune qui Ok. parlait d'IA. Alors que je Alors, sais que typiquement d'autres confrères qui vont être plus âgés, qui vont avoir plus cette image-là, c'est beaucoup plus le cas. alors, justement, je sais pas à quel point t'en parles, on va dire, publiquement. Mais c'est quoi ton ambition? Sachant qu'on va dire devenir la référence d'IA en France, d'ici on va dire 5 à 10 ans, c'est qu'une étape sur le chemin. C'est quoi du coup ton ambition, on va dire à très long terme? Qu'est-ce que tu aimerais bâtir? À quel point t'en parles publiquement? J'en parle. J'ai pas encore trouvé la bonne manière d'en parler sur les réseaux. En podcast, j'en parle plus. Mon objectif de vie, c'est de révolutionner l'éducation dans le monde. Alors, révolutionner, le Ok. terme est un peu bateau, il veut un peu tout et rien dire. Concrètement, c'est investir massivement, enfin donner massivement, sur la charité de la fondation, j'en sais rien, dans l'éducation, donner les moyens aux personnes qui ont les connaissances, qui ont l'envie de tester des choses, qui ont envie d'améliorer les choses, parce que personne ne donne les moyens à l'éducation, parce que c'est pas possible de voir la rentabilité sur l'échelle d'une vie, parce que on parle de l'impact est sur 40, 50, 100, 200 ans. Du coup, personne ne le fait, alors qu'à mon sens, l'éducation est la chose, enfin l'une, voire la chose la plus importante de notre système, de notre société. C'est ce qui amène à tout, ce qui amène aux habitudes, ce qui amène aux personnalités, c'est ce qui amène aux compétences. C'est le plus important. Quand j'entends éducation, j'entends, on va dire, la jeunesse de 0 à 25 ans et ensuite l'apprentissage, même plus tard. Et je pense les gens du coup n'ont pas d'intérêt, ils n'investissent pas assez. Le système éducatif, notamment en France, typiquement, n'a pas été mis à jour depuis maintenant presque près de 150 ans. On n'a pas encore trouvé le bon système éducatif au bon endroit dans le monde. Tous les systèmes éducatifs aujourd'hui ont des défauts. Par exemple, en Asie, ils sont beaucoup plus efficaces, mais il y a beaucoup plus de problèmes de santé mentale. En France, on est retardé sur certains domaines. En Afrique, bon, parfois, il n'y a même pas le matériel. Mais alors que ça devrait être la base d'amener du coup d'amener du matériel, d'amener des moyens, des choses. C'est tellement important l'éducation. Donc, mon objectif de vie, c'est gagner assez d'influence pour me permettre de vraiment améliorer, avoir un impact massif sur l'éducation dans le monde. Ok, rien que ça. Non mais c'est beau. Je suis 100% aligné, mais c'est juste. Et en quoi tu penses que du coup devenir une référence dans l'IA,
comment tu comptes exploiter ça pour justement avoir réalisé ton but qui est du coup d'améliorer, de révolutionner, Mm. t'as dit, l'éducation dans le monde. C'est une étape dans le sens où c'est sur mon plan de vie à 60, 80 ans. L'IA aujourd'hui, c'est le moyen sur les 10 prochaines années, enfin devenir référence, c'est le moyen de pouvoir lancer peut-être 50, 60 projets dans l'IA parce que du coup j'aurais eu accès à meilleurs talents, j'aurais pourrais tester beaucoup plus rapidement grâce à cette autorité. Donc de lancer 60 projets d'ici 10 ans, d'en avoir entre 5 et 10 qui réussissent, et donc dans 10 ans de partir avec une valorisation, j'en sais rien, de quelques dizaines de millions d'euros à peu près, commencer à avoir plus d'impact, l'arrêt sur image est terrifiant, et du coup de pouvoir commencer là à vraiment impacter d'autres domaines, de pouvoir commencer à faire un peu à la Virgin, un peu comme toutes les grosses boîtes, tous les gros entrepreneurs, à aller dans d'autres domaines pour partir, enfin se servir de cette base de l'IA pour ensuite aller, j'en sais rien, en robotique, en transhumanisme, en nutrition, en santé, dans le sport, dans ces zones-là, enfin dans d'autres domaines quoi. Commencer à aller ailleurs. Ok, très intéressant. Est-ce que du coup, tu as quand même des idées de business ou alors type que tu pourrais créer ou en fait tu dis ok, à chaque fois je serai on va dire une part mineure dans chacun des business que je vais lancer grâce à mon notoriété ou je sais pas, grâce à mon cash flow ou alors à mon deal flow, à la Non, personne de recruter des talents. j'ai plein d'idées. Déjà, j'ai plein d'idées, mais j'ai Ok. forcément les moyens de toutes les faire, etc. Mais je pense que c'est un peu des deux. Il y a une partie où déjà j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs que j'aimerais faire, mais depuis aller 1 an et demi, j'ai dû noter quoi, peut-être 30 idées de trucs qui seraient vraiment intéressants sur Iria, qui ont vraiment des chances de fonctionner et de faire un sacré chiffre, mais j'avais pas le temps, j'avais pas les ressources pour le faire. Donc déjà, il y a toutes ces idées-là que j'aimerais lancer, notamment certaines grosses, ou notamment un en particulier sur lequel je suis en train d'avancer en ce moment, qui j'espère verra peut-être le jour d'ici quelques mois. Mais aussi donner les moyens aux gens qui ont des idées de ouf, qui ont la motivation, qui ont l'énergie, etc., de pouvoir aller plus vite, de pouvoir aller plus loin. J'en sais rien, des ingénieurs qui sont absolument passionnés, qui sont des génies dans leur domaine, mais qui n'ont aucun sens commercial, qui n'ont pas du tout envie d'aller voir l'audience, mais juste qui sont des builders de génie, bah, leur donner les moyens de pouvoir lancer ces projets-là et potentiellement de cartonner, quoi. Est-ce que je peux voir quelques exemples ou pas de grandes idées où tu les gardes précisément dans ton carnet? Non, je m'en parle pas. Celle du coup que je vais pas faire tout de suite. Euh, Typiquement un truc où ça, je suis sûr que ça cartonne. C'est même pas si dur à faire. Tu peux en faire une agence, tu peux en faire un ça, tu peux le faire comme tu veux. Tu fais un outil qui qui passe tous les livres en livre audio, parce que le marché du livre audio a relativement pas mal d'écoutes, relativement pas mal d'auditeurs. Enfin, en pourcentage, il me semble que c'est quelque chose. Enfin, c'est quelques pourcents. C'est pas, enfin, ça paraît pas énorme, mais vu la taille du marché du livre, c'est absolument démesuré par rapport à l'offre qui est disponible. Genre en France, tu dois avoir peut-être 200, 300 livres audio, c'est rien du tout. L'offre disponible est excessivement faible par rapport à la demande. Et je pense qu'il y a un énorme marché avec juste de l'IA, avec du coup un Eleven Labs, un truc comme ça, d'aller voir, d'aller démarcher des éditeurs dans des pays étrangers, dans des trucs comme ça, leur dire ok, bah, je mets votre livre en livre audio, je le mets dans toutes les langues et je prends 3 à 5% des revenus. Je pense qu'il y a une machine à cash exceptionnelle à faire là-dedans. Et c'est ça, il y a plein de trucs comme ça. Ça, typiquement, c'était une idée que je voulais faire. J'ai pas pris le temps, mais n'importe qui là qui écoute ce podcast qui veut s'amuser, il peut la tester en 2 semaines, voire un mois. Il contacte des éditeurs dans pas mal de pays. Il peut déjà se faire pas mal de trucs. Parce que je regarde un peu ce qui existe pour l'instant. Ouais. C'est absurde. Des boîtes qui Ah proposent ouais? de mettre les livres en livre audio, ils facturent ça des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros. C'est que dans une langue, si tu veux faire de la traduction, pareil, tu payes des montants démesurés. Alors qu'avec de l'IA, si jamais, enfin en plus aujourd'hui l'IA, tu peux vraiment faire une voix qui paraît plus vraie que nature. Ok, c'est peut-être un peu moins bien limite. Dans ce cas, tu mets un narrateur. Enfin, tu peux. Ça coûte un peu cher de prendre un studio, mais ça va. Mais avec de l'IA, tu peux le faire pour tellement moins cher. C'est absurde. Tu peux diviser les coûts par 1000, par 2000, avoir un très bon résultat, traduire dans toutes les langues. Bon, c'est c'est juste lunaire. Parce que justement, je vais un peu te charrier, mais dans ces cas-là, pourquoi t'attends d'être la référence à l'IA pour faire tout ça, sachant qu'en vrai, c'est une question de focus et si jamais t'aurais pu en faire certains déjà, ou alors tu pourras en développer déjà actuellement. Comme tu l'as dit, c'est une question de focus. C'est si jamais je pars dans un truc, je vais avoir envie d'aller le faire jusqu'au bout. Et c'est pour ça que parfois je commence à explorer un peu, à tâter un peu le marché, me renseigner un peu. Puis je me rends compte qu'en fait, rien que le temps d'avoir fait ça, même pendant peut-être allez, quelques jours, bah, j'ai un peu trop délaissé le reste parce que ça m'excitait plus. Et si je commence à partir, à me laisser happer par toutes mes idées que j'ai, en fait, j'avancerai jamais sur aucun projet. J'irai jamais jusqu'au bout parce que je fais que des trucs qui sont intérêts composés. Donc, c'est pas ça. C'est comme, enfin, alors ça va paraître n'avoir aucun rapport, mais c'est comme pour l'éducation, le fait d'avoir un enfant ou quoi plus tard. Je veux pas avoir un enfant avant d'avoir atteint un certain niveau de réussite professionnelle
parce que j'aurais peur d'être tout le temps tiraillé entre les deux, d'avoir tout le temps envie, d'avoir envie de passer énormément de temps avec mon enfant, mais en même temps d'avoir la frustration de ne pas en faire plus sur la partie professionnelle. Et c'est pareil sur les projets. Si je me lance dans d'autres projets, dans d'autres trucs, je serai en permanence tiraillé entre les différents projets et en permanence frustré de ne pas en faire plus sur le projet que j'ai pas choisi. Ouais. Non, mais, enfin, focus, hein, on le répétera jamais assez, mais oui, enfin, ce que tu ne fais pas est aussi important que ce que tu fais. Donc en vrai, ouais, tu as raison d'avoir Ouais. un focus comme ça. Parce que en soi, du coup, ton modèle, si jamais on y remettait à côté la création de contenu, ce serait plus ou moins un startup studio dans le sens, c'est un peu beaucoup d'entrepreneurs qui font ça, qui ont trop d'idées et qui ont les moyens et les réseaux. Du coup, tu fais un startup studio où par exemple, tu t'associes à Le beaucoup de but, c'est de boîtes. lancer un peu ça, enfin, c'est de lancer Ouais, c'est l'équivalent ça. de Ouais. studio, hein, clairement. Et du coup, dans ce cas-là, tu dis, quand je serai la référence de l'IA, ou alors peut-être quand tu te diras, j'ai enfin craqué un peu la création de contenu, du coup, je peux, on va dire, me concentrer sur d'autres projets. Est-ce que tu t'es fixé on va dire, des objectifs précis en mode, je sais pas, un nombre d'abonnés, ou alors une latence, ou alors tu dis, ok, je sentirai quand est-ce qu'il faudrait que je lance tel ou tel projet. C'est pas une date, ça va plus être une transition au fur et à mesure. C'est pour ça, notamment, je t'ai dit, je suis en train de commencer à taffer sur un gros projet dans l'IA. Ok. Euh, Peut-être au fur et à mesure. Notamment, tu vois, dans la création de contenu, j'ai pas encore, alors je suis retardé un peu trop, mais j'ai pas encore craqué les vidéos courtes, j'ai pas encore craqué les vidéos longues. J'ai toujours pas réussi à craquer. J'ai eu quelques portes, mais j'ai pas encore réussi à m'engouffrer dans la télé, alors que ça me fascine et j'ai envie d'aller là-dedans aussi. J'ai pas encore réussi à rentrer dans ces portes-là. Pour l'instant, j'ai que LinkedIn et ça paraît beaucoup, mais quand tu regardes, tu prends du recul, c'est strictement rien. J'en suis encore qu'au tout début. Donc, j'ai encore pas mal de choses à craquer avant de vraiment pouvoir me mettre à fond dans les projets, enfin, avant de pouvoir déléguer, automatiser, les systèmes, systémiser la création de contenu et Ouais. me dédier à fond dans les autres projets, quoi. Alors ça, justement, je voulais en parler avec toi parce que, effectivement, LinkedIn, certes, c'est impressionnant, tu as 40 000 abonnés, et pour le coup, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est que je l'avais vécu aussi, moi, quand j'avais Merci. un peu pas mal d'abonnés LinkedIn. Au début, quand tu as des abonnés LinkedIn, tu penses que tu es un peu le roi du monde. Enfin, moi, pareil, j'avais eu 10 000 abonnés, on va dire plus ou moins rapidement, même en étant jeune. Et après, en fait, tu ouvres un peu tes œillères et tu es là. En fait, non, mais tu as Insta, tu as TikTok, tu as YouTube, tu as une newsletter, enfin, tu as toutes les autres plateformes. Et LinkedIn, c'est qu'un seul des réseaux. Alors, certes, je pense qu'il est quand même très bien et tu peux vraiment faire du reach et ton audience t'appartient un tout petit peu quand même parce que c'est pas sur TikTok où en fait ça peut on dirait être du jour et la nuit. Enfin, je vois que t'es pas d'accord. Ah, complètement LinkedIn, c'est exactement ça. Bah, ah ouais, parce que pour moi, j'ai vraiment senti sur TikTok où là tu peux vraiment faire 0 vue ou alors faire 1 million et c'est que à chaque fois c'est la chance au contenu. LinkedIn, l'audience que t'as en général, tu peux quand même un petit peu la garder. Bon, après, c'est pas une newsletter non plus. Alors, un peu moins que TikTok, parce que TikTok c'est vraiment abusé. Ouais, Mais quand même, t'as pas mal de comptes qui, du jour au lendemain, font un post à 3-4 000 likes et puis qui disparaissent. Même quand t'es un gros créateur, parfois t'as des posts. Enfin, t'as les mecs très bons qui font des 400 likes à tous les posts. Enfin, c'est des mecs où, du coup, vraiment, c'est toujours les mêmes gens d'audience, mais du coup, tu touches pas une nouvelle audience. ouais. T'as, du coup, au contraire, ceux qui font, typiquement, moi, je sais que j'alterne. Parfois, j'ai des phases où tous mes posts font entre 500 et 4000 likes. Et du coup, ça fait des stats de ouf. Et parfois, j'ai des phases où j'ai plusieurs posts d'affilée qui vont faire peu de likes, qui vont faire un 100, 200, voire même certains qui vont complètement flop. Et je le vois dès le départ que si je le laisse, il va faire 20 likes. Donc, non, l'algo LinkedIn, il est hard quand même. Je pense que l'algo favorise pas les gros comptes. Le seul truc qui favorise les gros comptes, c'est le fait que les gens, quand ils voient leur tête, du coup, ils vont lire, ils vont liker, même s'ils connaissent pas. C'est comme sur YouTube. YouTube, il y a à la fois un algo qui encourage, et il y a en plus cet effet-là. Mais tu regardes un gars comme Ego sur YouTube, pour ceux à qui ça parlera, je sais par différentes sources que typiquement, maintenant, les gens, même, il peut avoir des stats de merde enfin, de taux de clic. Comme les gens savent que c'est Ego, voilà, ils connaissent Ego, en fait, il a quand même les stats. Mais c'est pas que parce que l'algorithme, c'est parce que les gens sur LinkedIn, un Thibault Louis, des gars comme ça, c'est parce que c'est Thibault Louis, je vois le post, voilà, je lis, je sais que c'est intéressant et je me pose pas la question. Mais c'est pas l'algorithme. Ouais. L'algorithme Parce que, LinkedIn, il est affreux là-dessus. parce que justement, sur YouTube, alors il me semble que tu t'étais lancé et je pense que ta chaîne est plus active. C'est ça, enfin, t'es lancé Non. 2 3 vidéos, après tu t'es arrêté. J'avais commencé parce que ça fait. Enfin, j'ai grandi avec YouTube. YouTube, c'est ma plateforme de cœur, c'est le format que je préfère, c'est ce encore aujourd'hui que je consomme le plus. Donc, il y a un truc particulier avec YouTube et je vais finir par le craquer, je vais finir par l'avoir. Mais c'est l'endroit que je préfère sur Internet. Donc, j'avais commencé, j'ai pas mal investi, bah, c'est aussi pour ça que j'ai dû arrêter parce que je voulais pas y aller en faisant des vidéos à l'arrache, je voulais faire des belles vidéos, des beaux trucs avec un beau format. Le problème, c'est que ça me revenait à quasiment 1000 balles de budget par vidéo. Avec une vidéo par semaine qui performait pas, ça commençait à revenir cher les 200 vues par vidéo, enfin À ce 1000 vues par point-là, vidéo. comment Euh, t'arrives? Parce que même si t'as une bonne miniature et un bon monteur, comment t'arrives à 1 000 € la vidéo?
J'avais à peu près 100 balles de miniature, j'avais entre 500 et Ouais. 800 balles de montage. C'était trop cher après, pourtant j'ai testé différents monteurs et c'était tous éclatés, c'était tous trop cher. Enfin, j'ai fait des candidatures et tout, j'ai fait un format de recrutement machin, j'ai pas trouvé les bonnes personnes. Et puis quand tu demandais derrière, tu faisais des trucs de relecture sur le script, tu faisais de la stratégie, etc. Encore j'en faisais pas beaucoup, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis youtubeurs ou créateurs de contenu sur Insta, TikTok machin, donc qui m'aidaient aussi là-dessus. Mais j'avais quand même ces autres coûts-là et ça revenait vite cher quoi. T'achètes du matos, t'achètes des outils pour Ouais. tester un format, pour tester des trucs. Bah, les coûts ils montent vite, hein. Les coûts ils montent assez vite. Et du coup, tu vas retenter et comment tu vas retenter? Parce qu'effectivement, YouTube en soi, surtout pour tes sujets-là, enfin, si tu veux démocratiser l'IA, instinctivement, je te dirais quand même que c'est la plateforme numéro une en soi pour vraiment aller en profondeur et pour quand même toucher de la masse. Je sais pas encore comment, c'est sûr que j'irai, c'est parce que voilà, je suis amoureux de YouTube. Je sais pas encore par quelle manière. Probablement d'ici quelques mois, une fois que j'aurai vraiment réussi à craquer la newsletter et que ça tourne tout seul, du coup je pourrais plus me permettre d'investir dans YouTube, faire des vrais formats, potentiellement passer, j'en sais rien, par l'agence VideoBiz pour plus travailler la strat aussi. Probablement que je ferai comme ça, mais je Ok. sais pas encore. C'est pas ma priorité aujourd'hui. Ça viendra, c'est sûr, mais c'est pas la priorité aujourd'hui. Ok. Et juste en termes de modèle de rémunération, alors pour l'instant, de ce que j'ai compris, c'est quand même pas trop ton focus. C'est ça que tu avais dit dans un podcast, il me semble. Pour l'instant, je veux développer mon réseau et je veux apprendre. Tu vois, genre, c'est un peu ce que dit Harmozy, genre there is time to learn C'était il y a and 2 ans time ça. to earn, tu vois. Ah, c'est à 2 ans? Et Hmm. depuis, du coup, là, t'es là pour faire de l'argent, uniquement ça, du coup? Non, c'est pas mon focus non plus. Clairement, ouais, mon focus c'est la référence francophone sur l'IA, mais pour ça j'ai besoin de thunes. Parce Ouais. que c'est bien beau, enfin c'est pour faire justement pour faire des vidéos sur Insta, TikTok, machin, pour faire des vidéos sur YouTube, pour avoir de la strat, pour faire de la publicité sur un newsletter, pour rentrer potentiellement en télé, pour faire des plus belles, plus grosses choses en fait, pour apporter plus de valeur, j'ai besoin d'argent. Ouais. Pour recruter, voilà, pour automatiser, j'ai besoin d'argent. Donc forcément ça passe aussi par le fait de gagner plus, par le fait de mettre en place une monétisation. J'ai pas encore réussi à le craquer, notamment depuis quelques mois, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que sur newsletter notamment, enfin, je travaille sur un format à la fois en ads et à la fois en newsletter payante, mais que Ok. j'ai pas encore réussi à trouver la bonne manière, que ce soit d'écrire, enfin de mettre en avant la valeur perçue de la newsletter, parce que je pense que le format est bon, le format est celui qui est notamment pas mal aux US, qu'on retrouve en France aussi certaines newsletters qui sont passées en payant et qui fonctionnent très très bien. J'ai pas encore réussi à craquer ce truc de conversion. Parce que normalement, sur les newsletters payantes, en gros, tu vas chercher entre un 5 et 10% de conversion en payant. Ah, Et à ce derrière, en fait, point-là? tu crées une Ok. machine à croître. C'est lunaire. C'est lunaire. Tu regardes, que ce soit les 10%? françaises ou les américaines, c'est aberrant. Tu regardes, je sais pas, c'est un Snowball par exemple. Snowball qui est sur les finances Ouais. perso. Johan Lopez qui est très chaud. À l'époque, même à l'époque, non, ils ont créé un collectif de newsletters, etc. Enfin, c'est lunaire ce qu'ils ont fait. Même à l'époque où il y avait juste la newsletter sur la finance, il était à 8 000 abonnés payants sur 60 000 abonnés gratuits. À 6 € par mois. Et c'est énorme. Ah, c'est énorme. C'est démesuré. Et même, du coup, ça fait quelques mois que je me renseigne à fond sur tout le marché des newsletters, etc., même aux US. Mais c'est aberrant. C'est juste lunaire. Le ROI est extrêmement rapide. Les cycles de croissance, tu vois que c'est mis en place, sont juste lunaires. Le seul truc, c'est. Du coup, les gars qui font ça, ils créent plusieurs newsletters en boucle, ils les montent, ils les revendent, ils les en recréent, ils les montent, ils les revendent, etc. C'est un marché absolument aberrant. Qui a explosé depuis quelques années aux US, qui je pense va exploser, est en train de commencer à prendre en France et qui je pense va exploser d'ici à les 2 ans max. C'est absolument lunaire. Donc il faut que j'arrive à le craquer parce que justement, certes, ceux qui y arrivent, c'est craquent de manière aberrante. Il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à trouver la bonne manière, que ce soit de le vendre, de le mettre en avant, etc. Une fois que ce sera fait, du coup, il y aura aussi de la pub qui va arriver. Notamment, c'est aussi enfin, le but, c'est aussi que ça finance du coup la création de contenu sur Insta, TikTok et sur YouTube derrière, grâce du coup à cette boucle de croissance où tu peux traquer combien rapporte chaque abonné, donc enfin, est-ce que ta vidéo est rentable, est-ce que ta pub est rentable, etc. Tu peux calculer du coup sur combien de temps est-ce que ta newsletter double de taille et tout. En plus de ça, tu rajoutes de l'ads dessus, ce qui ramène plus de budget, ce qui ramène plus de croissance. Donc c'est un cycle ultra vertueux. Donc ça c'est mon sujet, mon gros sujet en ce moment. Ok. Réussir à craquer ça pour lancer la boucle de croissance, pour lancer la boucle de revenus et pouvoir investir ailleurs et continuer de croître. Ok. Parce que c'est en France, en vrai, tu as parlé de Snowball, il y en a deux, trois, on va dire, des newsletters un peu connus, mais sinon, tu en as zéro. Et c'est vrai que le modèle, j'ai vu ça aux US, c'est tellement sain et rapide, parce qu'en soi, quand tu fais du bon contenu et que tu as les bonnes strats, tu peux facilement, on va dire, croître très vite avec une newsletter. Soit tu la fais payante, soit alors les sponsors peuvent te payer. Enfin, j'ai vu des newsletters, si c'est très Ou les niche, deux.
Ouais, en général, tu fais les deux, mais c'est vrai que déjà, juste les partenariats sponsors peuvent payer très très cher pour une newsletter qui, au final, il n'y a pas grand monde, mais juste c'est très très niche. Et justement, je suis un peu curieux de parler de ça avec toi parce que tu as quand même une grosse audience, mais c'est une audience, tu vois, alors, on va dire qui est plus ou moins unaware, ou en tout cas, ils sont pas prêts, tu vois, c'est pas du B2B, tu vois, ils sont pas prêts à payer. Et s'ils peuvent payer, peut-être pas beaucoup, entre guillemets, parce que c'est un peu du mass market. Et du coup, justement, je suis curieux de Ouais. savoir comment tu arrives à convertir un peu tous ces grands nombres qui sont forcément ultra impressionnants. En plus, sur LinkedIn, où en LinkedIn, c'est beaucoup de B2B, donc tu as très peu de gens qui font autant d'impressions, de vues que toi. Mais par contre, effectivement, comment tu convertis ça après avec, on va dire, du cash? C'est vrai que c'est un peu le sujet. Donc, toi, actuellement, c'est majoritairement paid newsletter et du coup, sponsor au sein de ta newsletter. Ce sera un peu tes deux canaux. Ouais, sponsor newsletter, sponsor LinkedIn. Où j'ai une page, en gros Passion Fruit, où des annonceurs peuvent réserver des créneaux sur LinkedIn, sur un newsletter. Non, j'en avais peu récemment, là j'ai une grosse phase où j'en ai pas mal qui arrivent. C'est cool, on est en train en plus de lancer des campagnes de prospection dessus, on est en train de signer pas mal de beaux annonceurs sur le newsletter. La plus grosse est tech indienne, quelques belles boîtes françaises aussi, où je sais pas encore si je peux en parler. Donc en train de signer des beaux partenaires sur le newsletter, donc c'est cool. Et ça, bah, en soi, certes, c'est pas du B2B, c'est pas une audience giga qualifiée. Ça reste une audience à laquelle je partage des quantités absolument aberrantes de valeur depuis 2 ans que je pourrais, qui la majorité des gens font payer, où j'ai jamais trahi sa confiance à ce qu'il me semble. J'ai toujours été ultra honnête, le plus honnête possible. J'ai créé vraiment un truc de confiance. Je sélectionne aussi les partenaires avec lesquels je bosse. Globalement, tu regardes, j'ai que des belles marques. J'ai bossé avec Notion, j'ai bossé avec Orange, j'ai bossé avec H, j'ai bossé avec Lenovo. C'est quand même des marques, je suis fier d'en parler, tu vois. C'est pas des petits trucs pas ouf. Donc, je suis fier des partenaires que je choisis, avec qui j'ai pu travailler. Et donc, derrière, en fait, je sais que notamment, tu as des marques qui bossent avec moi, c'est pas que pour la rentabilité directe, c'est aussi pour une question d'image d'association où, en fait, vu que je fais de la vulgarisation, vu que je mets aussi en tête, je façonne un peu les habitudes de la perception des utilisateurs, de la majorité du marché, sur l'IA, sur un nouveau domaine. Comme c'est un domaine qui est en train de se créer, c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle chose. La perception des gens, leurs habitudes, etc., sont encore en train de se créer, sont encore en train de se façonner. Et les créateurs, les influenceurs comme moi, sommes les personnes qui vont directement façonner ça, qui vont directement influer sur la manière dont les gens perçoivent les entreprises, par exemple. Et donc, tu as pas mal d'entreprises qui, en fait, en passant par moi, en passant par du sponsoring, par des choses comme ça, vont directement impacter la manière dont les gens vont les voir sur les années à venir. Et il y a aussi ça qui rentre en jeu, c'est aussi pour ça que c'est intéressant pour les boîtes parfois d'investir à perte. Et c'est pour ça que quand tu fais de l'influence, tu as à la fois le ROI, mais tu as aussi un revenu que tu ne peux pas mesurer, qui est le revenu en termes d'image, qui est le revenu en termes de crédibilité, de brand, etc., et qui est un revenu beaucoup plus long terme. Et qu'on estime généralement au moins équivalent, voire 2 fois plus important que le revenu direct. Ouais, totalement. Enfin, t'as raison de le préciser parce que effectivement une marque, pour des choses un peu comme ça, on appelle plus ça, on va dire campagne d'influence, tu peux pas Ouais. tellement, on va dire, mesurer le ROI. Enfin, ça serait. Ah, tu peux, hein. Il y en a qui le mesurent très directement, hein. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Ouais, c'est ça, parce que bon, tu peux donner un code promo au gars ou un lien d'affiliation et tu regardes les clics, mais Ouais. effectivement, c'est quand même très très compliqué. T'inquiète. Après, ce qui marche bien, comme tu as dit, c'est que comme on va dire tout ce qui est IA, c'est quand même très naissant. On va dire, tu peux facilement faire, on va dire, des biais d'association entre telle, on va dire, découverte d'une personne et tel logiciel. Enfin, j'ai vu récemment une interview de Micode qui a interviewé, on va dire, le CEO de Mistral AI. Et du coup, tu avais Ouais. une IA concurrente qui avait sponsorisé l'épisode. En vrai, c'est trop fort parce que l'épisode est principalement. Non, mais il est écouté que par des personnes qui sont quand même passionnées par l'IA. Au final, c'était une autre IA qui, justement, sponsorisait l'épisode. Et c'est vrai que tu te dis, en fait, ouais, il y a tellement de choses à faire là-dessus. Ouais. Non, clairement, Donc, l'influence se développe pas mal quand même, hein. donc, toi, du coup, pour rentrer ton contenu, pour l'instant, tant que tu n'as pas lancé un nouveau business, ça va être la newsletter qui va être un peu le bottom et qui va t'apporter du revenu. Et tous les autres réseaux vont plus ou moins servir cette newsletter, en gros. Le newsletter va être le cœur, va être à la fois le moteur et ce qui va alimenter. Dans le sens où tout va être orienté autour d'un newsletter pour faire croître l'audience. Enfin, la création de contenu va être orientée autour d'un newsletter pour faire croître l'audience des newsletters. La boucle de financement, de la newsletter va aussi servir à alimenter du coup la création de contenu et également les projets vers l'IA. Enfin, la newsletter va alimenter les projets vers l'IA, que ce soit en termes d'audience ou en termes de revenus. Mais ensuite, ces projets-là, quand ils vous ramenent de l'argent, vont aussi resservir à alimenter la newsletter et créer un cercle vertueux. Et en fait, la newsletter va être le cœur de tout ça parce que c'est l'audience beaucoup plus engagée que je possède. Donc même si je fais un contenu qui va pas être engageant pour les algorithmes, bah, ça va me permettre de ramener notamment vers des nouveaux projets, vers des outils, vers des choses comme ça, et en même temps de ramener beaucoup plus de financement, quoi. Donc c'est vraiment, je le vois comme le cœur de la vision ensemble que j'ai. Ok, ouais.
Parce que d'ailleurs, pour ceux qui on va dire, veulent un exemple concret de newsletter, je sais que j'ai quand même une audience qui est plus axée, on va dire, un peu marketing, outbound, B2B. Il y a la newsletter, la missive du coup, de Scalesia, que tu dois aussi connaître. Eux, ils ont une newsletter, il me semble, de 100 000 personnes Ouais, uniquement qui parlent d'outbound et de growth. Eux, c'est un peu différent, mais je sais qu'en fait, ils ont créé presque un écosystème au sein de leur newsletter parce que du coup, ils poussent leurs projets, leurs prestats, ils poussent pas mal de logiciels partenaires, etc. Et je pense que rien que leur newsletter, avec 100 000 personnes qui sont quand même qualifiées dans l'outbound, ça leur génère beaucoup de pipe, direct ou indirectement, on va dire. c'est très différent. Où du coup, ouais, justement, ils font beaucoup de publicité et parce que Ouais, ils font pas de, ils font quelques sponsors, mais très peu. Ils n'ont pas, par exemple, de plan payant, etc. Le but n'est pas que la newsletter soit rentable en elle-même. Le but est que la newsletter leur amène, c'est quasi, enfin, la ouais, majorité aujourd'hui de leurs prospects, de leurs clients viennent de la newsletter et du contenu de Benoît. Et en fait, c'est dans leur funnel où la newsletter permet de convertir en client pour l'entreprise qui est déjà. Donc c'est un ouais, peu ok. différent. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont des très gros chiffres, c'est qu'ils mettent de la pub aussi dessus. Et ils ont raison, hein. Ça fonctionne très bien. Mais pour moi, c'est plus une newsletter de marque qu'une newsletter à part entière, quoi. Ok. Ok, ouais, carrément, t'as raison. Je sais pas si c'est clair la distinction. Comme pourrait l'être la newsletter d'une marque comme Renault, comme Sephora, comme un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, enfin, c'est plus du marketing qu'un média, enfin, en soi, dans les grandes lignes. Alors, plus, on va dire parler vraiment un peu précisément de l'IA, parce que j'ai quand même quelques questions là-dessus. On va pas revenir, on va dire, sur l'IA, etc. Mais récemment, tu as quand même les agents IA, bon, récemment, entre parenthèses, mais bon, là, ces dernières semaines, les derniers mois, c'est quand même en train d'exploser. À quel point c'est une révolution ou non, les agents IA, selon toi, qui était du coup déjà présent pas mal à l'avance sur l'IA? Beaucoup de gens, on va dire, ont vraiment découvert la puissance vraiment de l'IA en dehors des LLM récemment avec les agents IA. Est-ce que tu penses que c'est une révolution aussi importante que ça ou pas? Hop, on te revoit. Ça dépend ce que tu appelles révolution. Pour moi, la révolution IA, c'est pas les LLM, c'est pas les agents, c'est le fait que la technologie de l'intelligence artificielle devienne accessible à tous. Et donc, c'est ça la révolution. Enfin, notamment d'ailleurs, c'est plus une ChatGPT, c'est une révolution UI, c'est pas une révolution technique. Mais j'aime pour ça, enfin, le terme révolution est très large. En soi, c'est un truc sur plusieurs années, avec une phase d'adoption, etc. Les agences sont une grosse étape là-dedans parce qu'on craque un nouveau domaine où on passe pas uniquement dans le texte, mais vraiment dans les actions. Parce que le principe des agences, c'est qu'ils servent notamment du texte, etc., pour aller interagir avec, pas le monde réel, mais interagir avec différents outils, différentes solutions. Pour ne pas uniquement être dans l'échange, dans le chatbot, mais carrément être dans l'interaction. On va lui dire, bah tiens, fais telle action, quoi, et l'agent va être capable de le faire. Je pense qu'en termes de ressenti, potentiellement, ça va même être encore plus bluffant, encore plus impactant que les LLM. C'est-à-dire que bah, forcément, vu que je suis dans l'IA, je vois tous les jours plein de trucs, etc. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été choqué. J'ai été choqué les premières fois où j'ai eu des démos d'agents qui fonctionnaient vraiment, avec des systèmes d'agents complets. Pas les agents qu'on a aujourd'hui avec ChatGPT, etc., mais plus des choses avec des outils qu'on met en place en fait, avec des solutions d'automatisation qu'on combine avec des LLM, comme des Relevant CI, comme des N8N, etc. Ouais. Où là, on peut mettre en place des systèmes d'agents. Et là, ça faisait longtemps, mais c'est pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment été sacrément bluffé. Donc ça, je pense que l'impact va être assez fou. Et bah, clairement, tout le monde le dit que 2025 sera l'année des agents. Maintenant, en termes d'impact concret, l'impact sera dément. Non, je cherchais la nuance, mais non, l'impact sera dément. Ça va être le potentiel de nombre d'emplois, le nombre de tâches, etc. que ça va remplacer. C'est juste, les LM c'était cool, c'était de l'assistant. Les agents, ça remplace vraiment enfin, c'est juste, on a lui dit quoi faire, la personne le fait. C'est la même chose que comme si on avait, par exemple, je sais rien, un salarié qui a une tâche précise, bah, on lui dit quoi faire, il le fait. C'est pas, enfin, c'est assez fou. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains mois, de tous les usages que les gens vont trouver, etc. Mais je pense que ça va être assez dingue, clairement. Ouais, non, mais je suis d'accord, enfin, je te relance sur ce point justement. Moi, les agents IA, quand j'ai vu, on va dire ce qui se faisait, tu vois, pareil, avec Limited, Relevance AI, etc., plus dans mon milieu, c'était la seule fois en vrai où j'ai eu peur, tu vois. Bon, après, bon, forcément, je me suis adapté, je me suis renseigné, etc. Mais c'est vrai que bon, l'LM, t'es choqué, et là, des vrais agents qui marchent, quand tu vois que concrètement, l'agent, il fait vraiment ce que t'as fait hier, même toi qui s'y connais, tu pensais que c'était pas possible, il était là, putain, en fait, il l'a fait en 2 secondes, là, tu te prends une vraie claque. Là, tu te prends une vraie Ouais. claque. Ah, puis même le potentiel, typiquement, un truc que je suis en train de mettre en place avec des agents, un truc qui est chiant, qui se fait à la main, qui prend des heures, etc., mais qui est rentable, parce que c'est rentable, ça prend du temps, mais c'est rentable, c'est, j'en sais rien, d'aller prendre dans ma audience, ma newsletter, à la main, des contacts pertinents pour faire aller chercher des sponsors sur newsletter. Bon, bah, c'est juste une requête. J'envoie un vocal sur WhatsApp, ouais, bah, trouve toutes les personnes dans ma newsletter qui pourraient être intéressées par une sponsor sur ma newsletter. Et bam, en quelques minutes, l'agent, il le fait. Alors que ça m'aurait pris des heures de le faire à la main. C'est
c'est fou en fait, tous les nouveaux trucs qu'on peut faire avec ça. C'est rare, généralement j'aime pas être dans la hype, dans les trucs comme ça, etc. Je suis plus dans la nuance, ou au contraire quand les gens ont peur, enfin toujours d'aller chercher la nuance, à chercher enfin plus loin, prendre du recul, etc. Mais putain là je suis dans le train, sur les agents je suis dans le train, c'est tellement ouf. Ça faisait très 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 longtemps que je pense que c'était les images Midjourney la dernière fois que j'étais aussi bluffé. Et c'était en 2022, en octobre 2022. Ouais. C'est que pour l'instant, il y a pas tellement de mais, quoi. Enfin, le mais, c'est pour des gens que ça va remplacer, mais pour l'instant, il n'y a pas de ouais, l'agent IA, il est bien, mais pour l'instant, il peut faire beaucoup de choses. Après, on verra les limites. Et justement, un peu, on va dire, dans ton quotidien, alors évidemment, je me doute que tu en utilises beaucoup. C'est quoi les main choses que tu as automatisées avec des agents IA dans ton quotidien? Honnêtement, je suis encore en cours d'automatisation, enfin, c'est-à-dire que j'ai quand même découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pas mal de trucs récemment à gérer, etc. Donc, je suis encore en train de me former à fond dessus, etc. Je suis pas encore arrivé vraiment au bout de ce truc-là où j'ai tout automatisé partout dans ma vie, dans le business, etc. Je suis encore en train de creuser dans le trou, dans le rabbit hole. Euh, Principalement, c'est des actions commerciales automatisées, enfin des actions automatisateurs, mais c'est pas tant d'automatisation, c'est plus tout un système que j'ai mis en place où chaque fois que j'ai un truc à faire ou que j'ai une idée ou un truc comme ça, j'ai plus à lancer l'input et derrière le gros du travail, en tout cas j'ai tout un truc qui va me le pré-mâcher, on va dire, qui va faire tout le travail qui aurait pris du temps normalement pour qu'en fait mon rôle et celui des personnes avec qui je bosse se limite aujourd'hui principalement à la réflexion des idées ou à l'écriture ou aux tâches principales, on va dire, à la direction, quoi. Et ça va être plus de servir de ces agents pour faire tout ce travail justement humain que j'aurais eu la flemme ou que j'aurais pas forcément pris le temps de faire ou qui m'aurait pris trop de temps. Bah là, du coup, de pouvoir le faire et d'être beaucoup plus efficace sur le reste. Ok. Alors, je mets en contexte, hein. Forcément, tu dis que tu t'es pas encore renseigné, tu n'as pas fait grand-chose. Tu parles quand même à ton agent sur WhatsApp. Bon, c'est un peu l'interface première dès que tu fais un peu des agents. Mais bon, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas fait, qui ont pas fait ça. Donc, moi aussi, je ne l'ai pas encore fait, mais je suis dans le coup. Et, Oui, enfin, bien NVIDIA, sûr, Raven, c'est mais très simple. c'est C'est quand même bien dans le avancé. sens Ouais. où, ouais. Oui, oui, ça c'est dans le sens où je commence vraiment à toucher, enfin ça fait un mois, on va dire, que je commence vraiment à me renseigner, à me former dessus. Donc c'est pas non plus, voilà, ça fait pas 6 mois, un an, quoi. Et justement, alors selon toi, qui est on va dire, à fond dans l'IA, etc., qu'est-ce qui, à l'inverse, va pas changer avec l'IA, même ça a beau exploser, les agents ont beau exploser, qu'est-ce qui va rester plus ou moins la même chose? Franchement, pas grand-chose, hein. À l'IA, enfin, ça va pas tout remplacer, mais ça va tout impacter. Comme Internet n'a pas tout remplacé, genre, ça va pas remplacer le travail dans les champs. Par contre, ça a sacrément impacté le travail dans les champs. Aujourd'hui, bah, tu interagis avec tes fournisseurs en ligne, ou la manière dont tu vas vendre tes produits, etc., a complètement changé, etc. Donc, où l'impact des réseaux sociaux est différent, notamment quand tu veux faire passer des idées. Donc, enfin, l'IA va tout impacter. Comment, à quelle échelle, etc., c'est dur de le prédire. C'est ce que j'essaie de faire au quotidien dans ma newsletter, avec des analyses, avec des enquêtes, etc. Mais ça va clairement tout impacter. Parce que ma question, on va dire un peu derrière ça, c'était en vrai, quelle sera la place du personal brand, personal branding? Parce que j'ai un peu l'impression que c'est la seule, alors non pas qu'il va pas être touché par l'IA, mais c'est quand même la seule qui aura encore plus de valeur maintenant que tout est automatisé, tout a de l'IA. Ta personal brand, et t'appelles ça comme tu veux, hein, ça peut être du contenu ou alors juste Oh. l'image que les gens se font. Ça, pour le coup, ça a quand même de plus en plus de valeur parce que justement tout est automatisé. Je pense que enfin, tu manques de peu le vrai point qui Vas-y. pour moi justement prend du sens avec notamment l'IA et notamment tout ce qui est deepfake, c'est la confiance. Où aujourd'hui, du coup, enfin, notamment sur les médias, avec les deepfakes, avec la rapidité d'info, avec tout ça, etc., avec les cercles d'opinion, avec tout ça, on a de plus en plus de mal à donner notre confiance, à croire des choses, on en fait dans des bulles. Et du coup, la crédibilité des médias, la crédibilité de personnes, la confiance qu'on a dans certaines personnes prend énormément de valeur. Et notamment, du coup, pour les partenariats, pour l'influence, etc. Donc je pense que justement, là où la brand se démarque aujourd'hui, c'est surtout sur le côté confiance. Et l'autre aspect, c'est qu'avec l'IA, les deux choses qui pour moi vont prendre en valeur, contrairement à tout le reste, ça va être la prise de décision et du coup la responsabilité qui y est, mais surtout l'humain et la relation humaine. Et en soi, la création de contenu, le personal brand, c'est aussi la création d'une relation parasociale. Une relation enfin, où il y a un côté humain. Et notamment pour ça, alors ça, c'est un peu partie de bullshit et ça reste, selon comment on le voit, mais tout le côté de regagner en authenticité, en humanité, etc. sur les créateurs de contenu, il y a aussi ce côté-là où on recherche la relation humaine, on recherche l'humain, on recherche ce truc-là. Et c'est là-dessus que la personal brand gagne en valeur. C'est pas Ouais. sur le côté ça va bouger avec l'IA, parce que si ça va bouger avec l'IA, on peut créer des avatars IA, on peut créer des influenceurs IA, ça fonctionne déjà très bien. On peut créer le contenu, l'écrire le contenu avec l'IA. Mais la question de la confiance et la question de la relation humaine restera là.
Super intéressant. Petite question que je pose d'ailleurs au début du podcast, mais là j'ai oublié parce qu'on était parti vite dans les choses intéressantes. C'est quoi la chose que tu as fait la semaine dernière qui a été game changer pour ton business ou pour toi en général? C'est une question un peu large. Est-ce qu'il y a un truc Ouais, parce que j'étais récemment en que tu vacances la as semaine fait dernière. ou un peu- semaine dernière ou un peu avant ou En un vrai, peu si, il après, y a un t'inquiète truc. pas. En vrai, alors, il y a un truc, mais qui, du coup, qui n'était pas lié à mon business. Mais parce que ça fait. Je suis amoureux de la mer, je suis amoureux de l'air, enfin, de tout ce qui est lié au vol. Tout ce qui est lié. Ok, Enfin, ça fait des années depuis que je suis gosse que j'ai. Tout ce qui est paramoteur, parapente, avion sans parachute, wingsuit, etc. me fait rêver. Enfin, pareil, du coup, sur la mer. Et pour la première fois la semaine dernière, j'ai enfin pu faire l'une de ces choses. Ça fait pour l'instant pas trop pu parce que j'étais mineur, parce que la mère voulait pas tant que j'étais pas majeur, etc. C'était interdit. La semaine dernière, pour la première fois, j'ai fait du parapente. Et ok. c'est vrai que la sensation de voler, de flotter dans l'air, enfin, d'être au-dessus, du coup, c'est dans une vallée en montagne dans les Alpes, et de voir la profondeur du paysage sur des kilomètres, enfin, voir des dizaines de kilomètres, la hauteur, finalement, prendre du recul sur tout ça, voir le Mont Blanc au loin. Ouah, ça fait quelque chose. Et c'est tellement exceptionnel. Bon, ça a confirmé à quel point que j'étais amoureux de l'air, et que c'était pas qu'un délire de gamin. Euh, mais surtout, en fait, chaque fois que j'ai l'occasion comme ça, en fait, de voir des paysages avec de la profondeur, et donc de prendre du recul, que ce soit, j'en sais rien, en prenant un ULM au-dessus de la Corse, que ce soit juste devant un paysage où tu vois de la montagne justement en profondeur, extrêmement loin, ça te fait prendre d'un coup beaucoup de recul sur toute ta vie, sur tout ce que tu fais, etc. Et souvent, ça peut déclencher pas mal de très bonnes réflexions. Bon, là, ça en a déclenché sur différentes choses perso, sur mon business, etc. Mais chaque fois, ça en déclenche. Et si jamais, parfois, vous êtes bloqué un peu, vous ne vivez pas assez souvent ce genre de truc, trouver un moyen d'arriver dans ce genre de situation où tu es forcé de prendre du recul parce que waouh, ce que tu as devant toi te force à prendre du recul, c'est l'un des trucs qui fait le plus avancer dans sa vie. Je m'attendais pas à ce lien-là au début, parce que je trouve que la marche marche très bien quand tu vas avoir un peu de recul et réfléchir. C'est que moi, j'avais fait du parapente il y a un an et j'avais adoré. On va dire, ça n'avait pas permis, on va dire, d'avoir des décisions un peu life-changing sur ma vie. Mais ouais, je suis d'accord. Sur Pas l'aspect fait de faire parapente, du parapente en soi, mais non, mais unique pour le parapente. enfin, c'est la vue, enfin, la position que tu occupes dans ces moments-là où t'es rien. T'es qu'un petit truc en l'air minuscule face à des montagnes, à perte de vue, où tu vois en fait, genre, enfin, la différence hauteur, tu vois, j'en sais rien, sur la profondeur en fait, où tu as des trucs qui vont être extrêmement, des trucs tout petits, etc., où tu as vraiment des grosses échelles, où tu te rends compte à quel point ce que tu es minuscule. Enfin, je sais pas, moi, à chaque fois, ça me fait prendre un giga coup de recul, et ça aide beaucoup. Ouais. Non, je suis d'accord. Moi, c'est que je l'ai beaucoup en randonnée. Du coup, on voit plus ou moins les mêmes paysages. On Ah randonnée beaucoup dans les Alpes, par exemple. Et c'est qu'en fait, ouais. quand tu t'habitues à ça, alors moi, c'est rarement, on va dire, instantané en mode comme toi. Genre, là, je prends conscience de la chose. Mais c'est en général, genre, quand je pars une semaine, parce que moi, je fais beaucoup ça, je m'isole, etc., en randonnée. Quand tu reviens, t'as tellement de recul sur en mode. Enfin, limite, tu n'arrives plus à sociabiliser, enfin, tu perds un peu le sens, mais dans le bon sens, on va dire, où t'as tellement de recul que t'es là. Mais ce que je fais au quotidien, ça a pas de sens, pas forcément négatif, mais juste, Ouais. putain, c'est tellement éloigné de ce qui peut être la réalité, quoi. Ouais. Oui, c'est pas, quand je dis ça fait cet effet-là, c'est pas toujours sur le moment même. Sur le moment même, c'est plus tes waouh, et ensuite ça impacte ton esprit, ta réflexion sur les heures, les jours à venir. Ouais. C'est quoi ton plus gros défi du moment? On va parler tout à l'heure, c'est sur un newsletter, c'est craquer du coup la conversion sur une newsletter payante. Ok. Et pour ça, du coup, craquer actuellement, du coup, c'est que tu mets en place ça, tu fais pas mal de tests, etc. D'ailleurs, petite question technique, est-ce que tu peux faire de l'A/B test sur des newsletters? En mode, tu mets une ad ici, tu mets un bouton ici et tu vois qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché ou pas? Tu peux sur certains trucs, soit tu le fais à la mano, typiquement genre en segmentant ton audience en deux et du coup en testant en envoyant deux newsletters différentes aux deux et du coup en comparant les résultats. Soit tu le fais de manière un peu plus régulière, on va dire, notamment j'utilise Beehive, où je peux faire de l'A/B test sur les titres des newsletters. Mais sur le contenu, c'est plus chiant. Dans ce cas-là, voilà, vaut mieux le faire à la mano en envoyant deux newsletters différentes par exemple pour comparer. Ok. Et du coup, dernière question, parce que tu as parlé, on va dire, d'ambition plus ou moins très long terme avec 5, 10 ans, voire même 70 ans, tu vois, tu l'as dit. À l'inverse, on va dire, c'est quoi tes ambitions dans les prochains mois? Si on se revoit, on va dire, dans 6 mois, idéalement, tu feras quoi? T'en seras arrivé où? 50K newsletters, 200K abonnés sur une vidéo courte et lancé sur YouTube. Ok. Bilo courte, c'est quoi?
Non, 200K sur les vidéos courtes. 200K sur Ah, ok, ok, abonnés ouais, sur TikTok, ok. Je pensais que c'était Insta, YouTube. un nouveau réseau social que je connaissais pas. Non, non, Ok, non, non. ok. Pour l'instant, Non, t'as j'ai combien du parlé trop coup? vite, j'ai pas articulé, c'est tout. T'inquiète, moi aussi, je suis pareil. Pour l'instant, t'as combien sur ta newsletter et sur tes vidéos courtes? Au moins, on est un peu une échelle. Vidéo courte, j'ai rien. J'ai fait quelques-unes, mais j'ai rien pour l'instant, on va dire. Ok, Newsletter, j'ai 11 000 et quelques. ok, Et LinkedIn, du coup, j'ai 40K. ok. Et du coup, ouais, ah oui, ok, donc, ouais, donc là, ça va bien charbonner parce que pour que 6 mois, t'aies 50K et en plus de 200K sur les vidéos courtes, ouais, ça. J'ai eu un Bon sacré courage. bug, j'ai pas eu ta question. Ah, ok, c'est bon, tu m'entends? Ouais, c'est revenu. Ouais. Je disais, ouais, du coup, maintenant que j'ai les échelles, tu vas quand même sacrément charbonner. Parce que là, il te Ouais, reste quand même 40K de fantanisateur et ah, c'est 1 x 200K 5. en partant de zéro, ouais, c'est pas mal, ouais. Bah, parce que ça fait un an que j'ai pas assez taffé, que j'aurais pu faire beaucoup, 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 beaucoup plus, globalement. Pouvoir parler, franchement, je suis un peu touché, voilà. J'ai pas réussi, enfin, depuis un projet où Frial, Discord, qui a pas fonctionné, on va dire, où j'ai trop dépensé depuis, je suis un peu à l'arrêt. Donc, Ok, ouais, là, c'est se bouger. Vraiment passer un cap, parce qu'en soi, enfin, notamment les newsletters, une fois que j'ai craqué le truc de la conversion, bah, derrière, tu peux lancer de la pub, et il suffit qu'en fait, à partir du moment où j'ai craqué le truc de la conversion, j'en sais rien, 1 € en pub me ramène sur 3 mois 6 euros. Alors, c'est pas, imaginons sur un mois, c'est pas rentable, mais je m'en fous. J'ai juste à ouais. emprunter 50 000 balles. J'investis 50 000 balles en pub. Je suis rentable sur 6 mois, allez, peut-être sur un an. Mais du coup, j'ai déjà passé ce cap-là de la taille d'audience et je peux avancer et passer à d'autres trucs, quoi. Ouais. Juste un point de vue plus précis, on y pour parler un peu marketing. Quand tu fais de l'ads, quand tu fais de l'ads sur newsletter, c'est quel type d'ads qui fonctionne bien? Parce que du coup, c'est n'importe quel ad sur n'importe quel réseau. À chaque fois, du coup, tu pousses juste vers un lien d'inscription. Ou alors, tu as des méthodes un peu différentes pour pousser la newsletter en ads. J'ai pas encore deep dive le truc parce que du coup, c'est l'étape d'après. Ok, De ce que j'ai pu déjà regarder, m'enseigner, etc., les lead magnets fonctionnent très bien. Les mèmes, ça fonctionne pas mal aussi, parce que du coup, tu peux aller chercher de l'engagement supplémentaire et pas uniquement la pub. Genre, enfin, t'as la pub, mais du coup, les gens réagissent beaucoup et du coup, la pub est propulsée sans que ça te coûte pas très, enfin, même sans que ça te coûte très cher. T'as des trucs comme ça. Ensuite, t'as les pubs classiques, mais lead magnet et les mèmes, c'est pour l'instant ce que j'ai vu, ce qui fonctionne le mieux. ok. Parce que lead magnet, on est d'accord que tu peux inscrire quelqu'un à la newsletter si officiellement il s'inscrit pas dans le sens, tu vois, par exemple, la missive, la newsletter dont on a parlé. Je pense que moi, j'ai juste dû vouloir Mhm. on va dire, recevoir un Notion. J'ai mis mon email, automatiquement, ils m'ont inscrit. Ça, c'est Ah, t'as mis ton légal email? et bah, c'est ça, ouais, c'est ça. Enfin, c'est légal, même si je me suis pas inscrit légalement à la newsletter. Comme je donne mon email pour recevoir Tu t'es quelque inscrit, chose, tu as ils mis peuvent ton email m'inscrire. pour recevoir. Dans le mail, ils ont dû te dire, bah voilà, t'es inscrit, enfin bienvenue machin, t'as reçu, voici ton truc, t'es inscrit à la missive, puis voilà, t'es inscrit quoi. C'est une manette. Ok, ok, très fort. Ok. Hop. Bah, écoute, et dernière question aussi, Théo, parce que pour parler un peu plus, on va dire d'organisation, parce que comme tu as dit à côté, tu es quand même étudiant, tu vois, à côté, et tu as fait le choix Ouais. de continuer ça. Comment tu arrives à gérer tout ça à la fois? Alors, je me doute que ça doit être un joyeux bordel, mais est-ce que tu as Question quelques tips d'organisation, après, bon, c'est école de commerce en post-bac, en vrai, c'est pas la prépa, j'étais pas ta prépa, c'est pas la prépa. Bon, après, voilà, je taffe quand même, en gros, faut réussir à gérer son emploi du temps, je taffe pas mal. Je pourrais taffer plus, mais ça va, j'ai encore des investissements, mais je taffe quand même pas mal, et puis je suis assez efficace surtout. J'ai un cerveau, on va dire, un peu particulier, mais quand je taffe, du coup, je vais être très, très, très efficace. Par contre, je suis pas capable de taffer 15 heures par jour. Donc, je vais taffer, les grosses journées, je vais taffer 6, 7, 8 heures par jour. Vraiment, c'est très, très grosse journée. Mais par contre, du coup, je vais envoyer beaucoup plus, quoi. Ok. Bah, écoute, franchement, nickel, merci d'avoir autant partagé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la semaine Avec plaisir. prochaine? À chaque fois, ça fait juste la dernière réponse à la question que tu as fait la semaine dernière. Semaine pro, c'est quoi un peu le truc important, on va dire, sur ta to-do? Sur ma to-do, bah, soit réussir, parce qu'en gros, c'est vraiment le focus. Ça fait allez, 2 semaines qu'on vraiment taffe quasiment que sur ça, et on continue de taffer quasiment que sur ça, sur craquer ce truc sur les éthers. Semaine prochaine, j'ai Ok, quoi? J'ai mon ouais, bah, premier tournage sur les vidéos courtes. Du coup, ok, je bosse avec une agence sur les vidéos courtes maintenant, pour m'accompagner ok. sur Trad, etc. Donc, premier tournage jeudi pro. On verra, espérons que ça se passe parfaitement bien et que je tourne sur les 10 vidéos, que j'en tourne 4 bangers qui fassent 1 million de vues et qui me ramènent 20 000 personnes sur les newsletter en une semaine. Ok, nickel. Ça serait beau. Du coup, là, fin du mois, t'aurais tes 50K newsletters, peut-être? Ah bah là c'est royal, hein. Là c'est ça y est, on prend le vol à Dubaï, on se fait plaisir, on pète le champagne avec les amis, Je mets quel lien en Donc, description? Quel réseau tu pousses en principal, en général?
Un Freya, la newsletter. Inscrivez-vous à la seule newsletter dont vous avez besoin pour suivre l'IA et profiter de cette révolution. Bah, merci à toi pour l'invitation. Nickel, attends.